Voilà qui nous installe dans l'entretien de ce dimanche. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour l'exercice de ce matin. Nous voulons parler de la culture. Le prétexte, eh bien, ce sont ces nombreuses actualités que nous avons pu lire et que nous vous avons proposé à nouveau tout à l'heure dans l'actuel 7. Déjà, le festival des masques. Entre-temps, le Parlement a défini de nouvelles dates pour la célébration des fêtes traditionnelles, des religions traditionnelles, j'allais dire, et également ce festival, si je peux l'appeler festival Chante et Danse avec moi, qui occupe un peu le temps des vacances, et bien d'autres projets du gouvernement pour la valorisation de la culture béninoise. Nous avons vu cette semaine l'évolution des travaux de la reine de la Ganie, également du palais royal de Niki. Tout est fait donc pour bien évidemment mieux positionner le Bénin et révéler davantage sa culture, toute la culture béninoise. Pourquoi ce chevauchement d'actualité culturelle? Nous allons en parler avec notre invité qui est le directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. Il y a non, Monsieur William Kodjo. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de la culture, chose que vous maîtrisez d'ailleurs puisque vous dirigez cette agence. Et puisque nous ne saurons démarrer sans comprendre concrètement le rôle de l'agence que vous dirigez, que fait l'ADAC concrètement, Monsieur Kodjo? L'ADAC est l'opérateur du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour le développement de la culture et des arts. C'est-à-dire que le gouvernement a voulu créer une entité spécifique à laquelle confier ce rôle-là, qui est de structurer, de développer et de promouvoir tout ce qui est art dans notre pays et tout ce qui est culture, la culture qui est propre à notre pays. Donc, c'était ce que faisait déjà le ministère, mais pour mettre beaucoup plus l'accent sur l'action, le gouvernement a jugé bon de créer cette agence-là, qu'il a dotée d'une mission précise, c'est de développer la dimension économique. Il a mis l'accent sur l'économie en ce qui concerne l'ADAC, parce que sa mission est formulée telle que je vais vous la présenter, c'est de promouvoir l'économie culturelle et artistique dans le domaine des arts visuels, des arts vivants, du livre et de la lecture. D'accord, l'économie culturelle, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, au même titre que d'autres secteurs économiques, la culture, bien que sa finalité première ne soit pas de générer des revenus ou de créer des emplois, mais la culture a des externalités positives qui sont la création des richesses et la création des emplois. Donc le Bénin a voulu exploiter ce pan-là. Parce que comme vous le savez sans doute, depuis, je vais dire, les temps coloniaux, les pays africains se sont spécialisés dans la fourniture de matières premières. Et nos économies dépendent principalement d'une ou deux filières. Au Bénin, c'est l'agriculture qui a été au cœur de notre politique de développement jusque-là. Et aucune économie qui se veut forte ne peut reposer que sur une seule jambe. Il faut multiplier les sources multiplier les sources de la croissance. Donc, le gouvernement a estimé que la culture peut servir également à cela. La culture n'est pas que là pour renforcer notre identité, pour la cohésion sociale. C'est vrai qu'elle fait tout ça, révéler qui nous sommes, nous doter d'une capacité d'action en tant qu'individu et en tant que nation. Mais la culture peut également générer des revenus, générer des emplois au profit de toute la nation. Parce que lorsqu'on met en place une politique culturelle, on vise principalement deux objectifs. Soit la culture comme finalité pour le rayonnement du pays, pour le rayonnement de cette société-là, ou la culture comme ressource pour aller vers d'autres finalités. Et le Bénin a choisi de faire principalement de la culture comme ressource pour son développement,
tout en facilitant également le rayonnement de notre pays, aussi bien vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis du reste du monde. C'est pas une trouvaille, c'est pas un nouvel élément, ça a toujours existé, l'économie culturelle. La question c'est pourquoi maintenant on y met l'accent? Mais c'est maintenant on l'a découvert fortuitement. On ne l'a pas découvert fortuitement. Tout dépend de la façon dont chaque pays voit la façon dont le pays doit se développer. Il y a des pays qui sont dotés de ressources naturelles, donc ils basent leur développement sur l'exploitation de ces ressources naturelles-là. Mais le Bénin n'a pas de gisement de pétrole, n'a pas de gisement, je vais dire, n'a pas des mines d'or, même s'il en a, il ne l'exploite pas à grande échelle. Mais le Bénin s'est rendu compte qu'il a hérité des anciens un patrimoine culturel riche. Nous sommes une mosaïque de peuples qui se retrouvent dans ce périmètre qu'on appelle le Bénin aujourd'hui. Et chaque composante de la nation apporte quelque chose de spécifique. Vous avez vu que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avons plusieurs aires culturelles. Et chaque aire culturelle a quelque chose de précis à apporter pour que de la communauté, de la mise en commun de toutes ces cultures-là, naisse quelque chose qui soit au-delà de la somme, tout simplement, de la simple somme des cultures mises ensemble, qu'il y ait quelque chose de spécifique, de plus grand, qu'il y ait un effet multiplicateur qui sorte de ce collectif de culture. Donc, le Bénin a estimé que cette richesse culturelle héritée des anciens peut contribuer également, non seulement à faire parler de nous, à attirer la sympathie du monde sur nous, mais également à créer des emplois et des richesses au profit de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Et pendant que l'ADAC fait tout cela, tout ce que vous venez de citer là, le ministère il fait quoi? Puisque là, vous lui prenez une branche quand même importante. Je vois. Non, je pense que c'est l'erreur à ne pas commettre. Séparer le ministère de l'agence. Parce que l'agence fait corps avec le ministère. L'agence est sous la tutelle du ministère. Oui, la tutelle, elle est comprise. Voilà. Oui. Mais lorsque vous nous séparez, ça crée, je vais dire, un clivage. Non, nous travaillons en symbiose avec la tutelle et chacun reste dans le rôle qui lui est défini. Et c'est de la complémentarité de ces rôles-là que naît l'efficacité que vous constatez. Donc, pendant que la DAC travaille, la tutelle aussi travaille. D'accord. Alors, vous aviez expliqué tout à l'heure que l'une des missions de la DAC, c'est d'apporter un soutien technique et financier aux artistes des différents arts que vous avez expliqué tout à l'heure. Comment cette aide se matérialise-t-elle? Aujourd'hui, on ne parle plus de milliards culturels. Aujourd'hui, c'est quoi? Comment votre aide se matérialise? Aujourd'hui, nous avons le Fonds de développement des arts et de la culture. Vous savez, pendant des années, le milliard culturel auquel vous faites allusion a existé. Et une évaluation en a été faite. Et les conclusions ne sont pas tout à fait glorieuses. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a dépensé cet argent pendant longtemps, mais on n'a pas toujours eu le résultat escompté parce que le mode opératoire était un peu vicié. Maintenant, le gouvernement a demandé que nous puissions orienter ce fonds vers la professionnalisation des différents métiers qui entrent dans la culture, pour que les ressources aillent vers la production de biens et de services culturels destinés à générer des revenus pour l'ensemble des filières. Comme je vous l'ai dit, dans le domaine de la culture, nous avons plusieurs filières. Ce sont des filières économiques à part entière. Nous avons, par exemple, la filière des arts visuels. Là, on a les plasticiens. Et quand on prend les plasticiens, par exemple, on prend cette filière-là, la matière première, comme c'est une filière, la matière première, au départ de chaque filière, nous avons la matière première. Ensuite, ça rentre dans un processus de transformation et il y a un produit fini qui sort à la fin. Par exemple, lorsque nous prenons le domaine des arts visuels, un artiste tire son inspiration de notre patrimoine, de tout. Il crée. Mais l'œuvre qu'il crée
ne se vend pas tout seul, ne se vend pas toute seule. L'artiste a besoin d'un autre maillon qui vient après, qu'on appelle le maillon, ce sont les galeries. Les galeries voient que ce que l'artiste a créé est digne d'intérêt et mettent en place toute une stratégie pour montrer, pour faire voir ce que l'artiste a créé à des gens qui achètent ces œuvres-là généralement. On les appelle soit des collectionneurs, soit des marchands d'art, soit des musées, soit vous et moi, des consommateurs qui sont des citoyens de la société. Donc c'est le rôle du galériste d'apporter de la lumière sur le travail que l'artiste fait. Et ça permet aux acheteurs potentiels de voir qu'il y a quelque chose d'intéressant là et d'acheter. Et quand il achète cette œuvre-là, cet argent, une partie reste au niveau du galériste et le reste va à l'artiste qui a créé l'œuvre. Donc, ce modèle que vous voyez dans le domaine de la plastique, nous avons exactement la même chose dans le domaine de la musique. L'artiste crée, il compose ses chansons. Oui. Parfois, c'est lui-même qui l'interprète, c'est-à-dire prête sa voix à ce qu'il a créé. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui chante ce que quelqu'un d'autre a composé. Donc ça, c'est le maillon création. Il crée. Ensuite, il y a un maillon qui vient après, qui est le maillon production. Donc, il faut qu'un producteur voit ce qui est fait et dise que ah, ça, c'est intéressant, ça peut intéresser le public. Je mets mon argent dedans pour en faire un produit vendable sur le marché. Donc, celui-là qui prend le risque financier, le risque commercial pour cette filière musique, c'est le maillon production. Donc, c'est un producteur qui met son argent en signant un contrat avec l'artiste ou les artistes et l'artiste lui donne le droit d'exploiter à des fins économiques ce qu'il a créé. Donc, lui prend cette œuvre-là et il rentre dans une forme d'exploitation économique qui passe par un distributeur et il fait en sorte que l'œuvre se retrouve sur le marché pour que les consommateurs puissent avoir accès à cette musique-là. Et c'est en achetant le CD, aujourd'hui les CD on n'achète plus. C'est plus sur Internet. C'est beaucoup plus sur Internet. On a ce qu'on appelle des plateformes de streaming. On télécharge le son et on paye. En téléchargeant le son, cet argent va au niveau de la plateforme descend vers la maison, le label de production et ensuite ça descend vers l'artiste qui a créé. Donc c'est comme ça que c'est séquencé et il faut mettre en place tout cet écosystème-là dans notre pays. Cela dysfonctionne. Quand on prend le maillon essentiel qu'est le maillon production, aujourd'hui dans notre pays, il n'existe pratiquement plus de producteurs. Et c'est vous qui devenez le producteur? Ce n'est pas nous qui devenons le producteur, mais nous devons faire émerger des producteurs. Et comment vous faites? On va soit, on a commencé à faire le travail, soit on voit ceux qui s'essayent déjà à la chose sur le terrain, on met de l'expertise à leur disposition, on met de la formation à leur disposition, on met des ressources à leur disposition pour les amener à travailler avec les artistes, pour permettre aux artistes d'avoir des contrats, d'avoir des sources de revenus. Parce que souvent on me demande de donner les fonds directement aux artistes. Je sais ce qu'on a... Enfin, c'est à quoi on a été habitué. On était habitué. Chacun vient à la direction prendre son milliard et il disparaît. On dit voilà, j'ai un album, je vais toi sortir un album, j'ai besoin d'argent, il faut m'aider. C'est pas comme ça que la filière est structurée. Bon, d'accord, peut-être que la structuration elle est mauvaise, mais au moins là, on voit que les intéressés touchent l'argent qui leur revient. Mais la structuration que vous présentez, elle a bien évidemment une certaine hiérarchisation. Mais est-ce que les bénéficiaires témoignent d'un impact réel de vos œuvres? On n'a pas encore commencé ça. Nous sommes en train de travailler cette nouvelle formule que nous allons présenter en septembre à l'ensemble des acteurs de cette filière-là. Mais pour dire que la meilleure façon d'aider les artistes, c'est de faire en sorte que la chaîne dans laquelle ils sont inscrits, que cette chaîne-là fonctionne. C'est un peu comme les paysans qui cultivent le coton, par exemple. La meilleure façon de les aider, c'est de leur acheter leur coton pour leur permettre d'avoir des sources de revenus. On ne va pas me dire,
au lieu de demander aux usines d'acheter le coton produit par les paysans, on peut ne pas avoir d'usine, c'est pas grave, mais donnons de l'argent directement aux paysans pour leur permettre de s'en sortir un peu, de cultiver un peu. Bon, vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce sont les producteurs qui voient le travail que les artistes font, qui trouvent ça intéressant, qui injectent de l'argent dedans pour donner de la valeur ajoutée à ça. Dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les labels. Les maisons de production, ce sont des labels avec lesquels les artistes doivent signer. Et ce sont ces labels-là qui doivent faire le travail pour donner de la valeur ajoutée au travail de création que font les artistes. Ces labels-là, soit sont inexistants, soit sont faibles. Or, nous avons des acteurs importants qui s'essayent à la chose. Donc, soit on les renforce, on leur met de l'expertise à disposition, on leur permet d'obtenir de la formation, on les envoie en stage pour qu'ils aillent s'imprégner davantage de comment ça se fait au niveau international pour que nous puissions atteindre les standards internationaux. S'ils ne veulent pas le faire, on sera obligé d'attirer les majors internationaux vers le Bénin, les amener ici pour qu'ils viennent travailler directement avec nos artistes pour les propulser au niveau international. Mais on ne peut pas donner de l'argent aux artistes, vous dites tenez, allez faire votre petit album dans votre coin et ça va vous entretenir pour quelques jours. Non. On a besoin qu'ils puissent rayonner, qu'ils puissent vendre, qu'ils puissent véhiculer l'âme de notre pays, qu'ils puissent attirer l'attention sur notre pays. C'est important. Et pour le faire, ils ont besoin de s'appuyer sur ces labels. Et ces labels-là sont des métiers à part entière. Les artistes ne peuvent pas se substituer au travail des labels. Chacun reste dans son métier. Eux, ils créent. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent créer. Et qu'ils créent très bien pour que les autres trouvent matière à investir. Si les autres estiment maintenant que notre musique n'a pas suffisamment de marché pour justifier leur investissement, nous, on peut prendre le risque à côté d'eux pour dire oui, nous vous mettons des ressources à disposition pour que vous puissiez amener les nôtres également au niveau international pour que notre musique puisse s'exporter. Et comme ça, on va élargir la taille du marché pour nos artistes et nos artistes auront la terre entière comme marché et pourront trouver des opportunités pour pouvoir s'exprimer, véhiculer les messages et créer l'émotion comme ils savent le faire. Mais si tout ça est toujours un projet, les artistes auront l'impact à partir de quand? Comme je vous ai dit... Oui, vous avez dit que vous allez le présenter. À partir de septembre. Le présenter, hein. Le présenter n'est pas encore matérialisé. Non, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt parce que le gouvernement nous a dit, on a observé un certain nombre de dérives par le passé. On ne souhaite plus que ces dérives-là se renouvellent. Donc ce que nous avons fait maintenant, c'est que nous avons pris le temps non seulement de rédiger toute la procédure et de digitaliser complètement le processus. Il n'y aura plus de contact d'individu à individu pour soumettre un projet. Tout va se faire à travers une plateforme qui est mise en place à cet effet. Les projets vont être envoyés par ce truchement et des assesseurs indépendants travaillent sur le dossier et chacun va être informé également par voie numérique. Donc c'est pour dire qu'il y a un certain nombre d'insuffisances qu'on a notées par le passé. Nous avons pris le temps de corriger tout ça, d'analyser, de diagnostiquer tout ça et voir comment les adresser de manière durable. Et nous avons développé des solutions numériques pour justement gérer toutes les filières qui rentrent dans le champ de la culture. D'accord. Alors, pour boucler ce volet Zoom sur l'ADAC et continuer, vous avez en exécution le projet dénommé Chante et Danse avec l'Amazon. Ça a démarré, je pense bien, le 8 dernier. Alors, à quel besoin répond concrètement cette initiative? Puisque l'indépendance, enfin, la fête de l'indépendance, elle est passée. La fête de l'indépendance est passée. Oui. Mais vous savez que le mois d'août, c'est le mois des vacances. Nous avons nos compatriotes qui ont travaillé pendant une année et ont besoin d'un peu de divertissement pendant cette période-là. Et nous avons également des béninois de la diaspora qui reviennent dans leur pays pour renouer avec leurs racines pendant cette période-là. Et nous avons également la diaspora historique, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont du côté des Antilles, des Caraïbes, des Amériques, je vais dire, les pays qui ont connu par le passé
cette odieuse transaction sur l'esclavage. Donc, ils reviennent également pour renouer avec leurs racines. Est-ce que pendant cette période-là, il faut observer un calme plat au niveau de notre pays? Non. Il y a des gens qui choisissent le Bénin comme destination. Et comme je vous l'ai dit, le Bénin a choisi le domaine ou les domaines du tourisme, de la culture et des arts comme deuxième pilier pour son développement économique. Deuxième pilier après l'agriculture. Ça veut dire qu'il faut mettre en place tout un dispositif pour que le Bénin soit attractif, pour que ceux qui y vivent trouvent du plaisir à y passer des vacances et que ceux qui choisissent le Bénin comme destination pour y passer les vacances également puissent avoir de quoi s'occuper, de quoi se distraire, de quoi agrémenter leur séjour pendant ces vacances-là. Et il se trouve que le mois d'août est un mois qui est consacré aux vacances. Donc, nous avons, le gouvernement a jugé bon de mettre en place un cadre accessible à tous pour que quiconque aura choisi de passer ses vacances au Bénin, à Cotonou, puisse avoir un cadre pour pouvoir justement se distraire, se divertir et se renouveler un peu l'énergie avant de retourner à la tâche, à la rentrée. Ça doit être au moins l'acte 2, tout au moins. Ce n'est pas la première édition. Alors, comment gérez-vous les retours du public et également des artistes que vous conviez? Parce que c'est une sorte de mini-concert. Généralement, pendant un mois de mini-concert live sur l'esplanade de l'Amazone, il y a forcément des retours du public, également des artistes sur les traitements, etc. Comment vous les gérez? Vous les prenez en compte, vous les améliorez? Comment c'est fait? Oui, nous prenons en compte tous les retours que nous avons. Pour l'année dernière, la première édition, c'était l'année dernière. Nous avons eu pas mal de retours au niveau des horaires. L'année dernière, on arrêtait l'animation. Ce n'est pas des concerts en tant que tels. C'est juste de l'animation musicale qu'on met en place sur l'esplanade pour que quiconque choisit de venir pique-niquer sur place avec sa famille, avec ses amis, ait un peu d'ambiance sur cet espace-là. Donc l'année dernière, il nous a été reproché de finir un peu trop tôt. On s'arrêtait à 19 h. Ah mais c'est à ce moment que ça commence. Donc, on nous a dit... c'est à ce moment même que l'ambiance prend feu. Bon, nous, on avait estimé que c'était dans la journée que les gens avaient besoin d'un endroit pour pique-niquer et avoir un peu d'animation. Donc, ça démarrait de 16 h à 19 h. Donc cette fois-ci, après les retours qu'on a eus, nous avons réajusté, nous avons retenu maintenant de 17 h à 20 h. Comme ça, les gens ont le temps de boucler leur journée en beauté, puisqu'on s'arrête à 20 h. Les artistes aussi, on ne prend pas pour cette activité-là, nous ne prenons pas des artistes à titre individuel. Ce sont des groupes capables de mettre l'ambiance que nous retenons. Généralement des orchestres qui peuvent interpréter plusieurs titres de répertoire du Bénin pour que ce soit des chansons populaires que les vacanciers ou le public pourraient reprendre en chœur avec eux pour que l'ambiance soit belle. Donc ce sont ces critères-là qui nous guident dans le choix de ces artistes et nous avons répertorié tous les groupes d'animation sur toute l'étendue du territoire. Et nous avons essayé de donner une chance à chacun dans la limite du nombre de jours qui se trouve dans cet intervalle de temps. Nous avons 32 jours au total, donc nous avons 32 groupes. Nous avons des groupes d'animation musicale, nous avons des groupes de brass band qu'on appelle des fanfares, nous avons des danseurs de la danse urbaine, surtout pour créer un peu d'ambiance sur l'esplanade. Donc, ce sont ces groupes-là que nous avons programmés, des groupes de jazz pour pouvoir également exploiter ce genre musical. Donc, ce sont les retours de l'année dernière qui nous ont permis d'apporter cette amélioration cette année. Et nous sommes à l'écoute pour voir un peu quels sont les enseignements qu'il faut tirer de l'expérience en cours en vue d'améliorer les éditions à venir. Pour ceux qui sont en vacances, certainement vous n'allez pas vous ennuyer
fait un tour au niveau de la place de l'Amazon pour voir un peu ce qui se passe. Mais 20 heures, c'est toujours court. Enfin, c'est toujours réduit. Donc, vous allez l'entendre, c'est pas moi qui vais faire le plaidoyer. Certainement que vous irez l'année prochaine à 22 heures. Allez, Monsieur Kojo, on va revenir maintenant au cœur de nos échanges. Je parlais de chevauchement d'actualité culturelle, mais allons un peu plus en arrière. Certains estiment qu'en plus de 30 ans de démocratie, la culture béninoise n'a jamais été aussi positionnée. Et tout a commencé déjà avec le retour des œuvres culturelles au Bénin, je le dis comme ça. Après, on a assisté à la présentation de plusieurs projets. Aujourd'hui, on parle de cette nouvelle forme ou nouvelle formule du Festival des masques de Porto Novo. Et comme ça, il y a eu beaucoup d'actualités également ces 2 dernières semaines concernant bien évidemment la culture béninoise. Alors, comment en est-on arrivé à autant d'événements, je ne vais pas dire en si peu de temps, mais à autant d'événements dans un délai aussi pas court, mais assez intéressant? Merci, vous avez tout compris. Tout est dû à la volonté politique. Hein. Pour changer les choses durablement, c'est important que cette volonté soit manifeste. Et dans le domaine de la culture, on le note, il y a eu un temps où c'était beaucoup plus des actions de réflexion qui avaient pris le dessus. On ne voyait pas d'action concrète sur le terrain. Et cette période a coïncidé avec la période d'action diplomatique en vue d'obtenir le retour des trésors royaux. Les trésors royaux ont été restitués. Et à partir de cet instant, la machine est en train de monter en puissance de manière graduelle. Le retour des trésors royaux a donné l'occasion au gouvernement de montrer ce que nos ancêtres avaient eu le génie de produire. C'est-à-dire que pendant longtemps, on nous a fait croire que nous étions une société, je vais dire, primaire, où l'ingéniosité, où le génie ne s'exprimait pas. Et on pensait que le génie, la créativité était l'apanage des autres. Donc, le retour des trésors royaux a permis de gommer cela. On a montré à la terre entière que non, déjà nos ancêtres avaient l'habitude de faire des choses ingénieuses. Et mieux, la politique culturelle dont nous parlons aujourd'hui existait déjà dans les royaumes qui avaient précédé, je vais dire, l'État béninois tel que nous le connaissons aujourd'hui. En prenant l'exemple du royaume de Dahomey particulièrement, seuls les artistes avaient le droit d'avoir accès à la cour intérieure où on pouvait voir les femmes du roi. Donc, on ne permettait pas à n'importe qui d'avoir accès à la cour intérieure du roi, mais les artistes avaient le droit. Ça veut dire qu'ils avaient un privilège que les autres n'avaient pas. Ils étaient placés sous la protection du roi. Au même titre que dans les autres cultures, les arts ont toujours été protégés par soit les puissances publiques, les puissances politiques, les puissances économiques ou les puissances religieuses. Donc, le Bénin n'a pas fait exception à ça. Dans nos royaumes, les arts avaient une place privilégiée. Ça a permis d'obtenir ce que nous avons vu là. Ce n'est qu'une partie, une infime partie de ce qui avait été produit à l'époque. Mais déjà, dans ce qui est produit là, on peut voir l'ingéniosité des anciens. Donc, le gouvernement a voulu montrer ça pour dire voilà ce que nous avons obtenu. Et il en a profité, c'était là le point d'orgue de l'action du gouvernement. Il en a profité pour montrer ce que les artistes contemporains d'aujourd'hui sont en train de créer. Pour dire, vous voyez, ce que les anciens ont fait, ça continue de se faire aujourd'hui. Le génie continue de parler aujourd'hui, mais c'est placé sous boisseau. Maintenant, il faut amener ça à la lumière. Donc, c'est ça qui a été fait à travers l'exposition diptyque qui a eu lieu au Palais de la Marina. Les trésors royaux étaient là, mais la scène contemporaine également était là.
à partir de cet instant, toute une politique s'est mise en place. Une agence a été créée qui s'appelait Galerie nationale. Oui. Et son but, justement, c'était déjà d'animer le marché de l'art. De faire en sorte que ce qui se crée aujourd'hui puisse rencontrer une demande et une demande solvable pour que les artistes puissent vendre ce qu'ils créent et que l'écosystème se mette en place. Donc le gouvernement a créé cela pour montrer au secteur privé que c'est possible de créer de la valeur autour de l'art dans notre pays. Et ça a commencé. Le secteur privé a vu que c'était possible et les galeries privées ont commencé à s'installer pour animer le marché. Et là, le gouvernement a compris que les acteurs s'installent déjà, donc lui ne va pas se maintenir pour faire concurrence aux acteurs. L'État s'est retiré pour laisser la place au privé aujourd'hui qui occupe le marché, même s'il faut les accompagner, pas de la formation, pas de la mise à disposition de l'expertise, et qu'il faut intervenir toujours en injectant, en stimulant le marché, en prenant des dispositions particulières pour que le travail s'exerce dans les meilleures conditions possibles. Parce que vous le savez très bien, en matière de politique culturelle, l'État a 3 rôles fondamentalement. L'État a des rôles à jouer, le secteur privé également a des rôles à jouer, la société civile également a des rôles à jouer. Mais en ce qui concerne l'État, il a 3 rôles fondamentalement. Le premier rôle, c'est de définir le cadre, de montrer la direction, d'orienter les actions, non seulement de l'État, mais également de tout le pays, pour dire voici la direction dans laquelle l'État souhaite conduire notre culture. Donc, définir le cadre, donc c'est orienter. Deuxième rôle, c'est de réglementer, prendre des tests, organiser, réguler et veiller à l'application des tests pour que tout le monde soit égaux, tous les acteurs soient égaux devant la loi. Et le troisième rôle de l'État, c'est de stimuler l'activité, de faire en sorte que l'activité s'exerce et génère suffisamment de revenus pour tout le monde. Donc ces 3 rôles de l'État, l'État se concentre dessus aujourd'hui pour dire les acteurs privés n'ont qu'à jouer leur rôle. Moi, je leur montre le chemin, je leur montre que c'est possible parce que nous avons choisi d'en faire un pilier essentiel de notre développement. Donc il faut que je montre moi-même qui oriente l'action du pays dans ce sens-là. Il faut que je leur montre que c'est possible. Et quand les acteurs privés vont se mettre en place et vont commencer à animer le marché, je vais les accompagner à mieux faire ce qu'ils font déjà pour que les standards que nous disons, ces standards-là soient atteints et que nous soyons au même niveau, sinon que nous soyons au-delà du niveau que les autres peuples, les autres pays ont aujourd'hui dans ces divers domaines-là. D'accord. Donc c'est dans cette foulée qu'on a eu, je vais dire, les Vodou Days, bon, si je peux dire première édition des Vodou Days, 3 jours de célébration. On a également eu d'autres activités culturelles. Mais la question c'est comment le Béninois lambda, M. Kodjo, doit-il comprendre l'impact de toutes ces actions dans la valorisation de la culture? Très bien. Le Béninois lambda doit comprendre que le Bénin a une richesse inouïe en termes de patrimoine. Aussi bien patrimoine naturel que patrimoine culturel. Et que cela pourrait intéresser non seulement les Béninois, ça devrait les intéresser au premier chef, et que cela pourrait intéresser également le reste du monde, en commençant par notre voisinage le plus proche, pour aller un peu plus loin. Vous savez sans doute que quand on parle de tourisme, c'est le fait d'attirer les autres à venir fréquenter le territoire national, développer l'attractivité pour que les gens viennent et du plaisir à venir passer des séjours chez nous. Et en venant passer leur séjour chez nous, ils apportent de l'argent. Ils logent dans des hôtels. Même s'ils ne logent pas dans les hôtels, ils logent dans des appartements meublés. Ils payent des loyers. Ça profite à l'économie locale. Ils mangent sur place.
ça profite à l'économie locale. Ils se déplacent ici, ça profite à l'économie locale. Ils achètent des objets souvenirs, ça profite à l'économie locale. Ils vont visiter divers endroits. Ils vont en parler autour d'eux une fois retournés chez eux. Ça intéresse des gens qui cherchent à venir découvrir. Et chaque fois qu'il y aura une présence humaine, ça contribue à enrichir l'économie locale. Donc, il faut que nous puissions comprendre que la stratégie doit s'orienter vers cela. Et le Bénin s'est organisé pour. Je parlais de patrimoine naturel. Nous ne sommes pas aujourd'hui connus comme le plus grand pays de safari au monde. Il y a les pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud. Qui ont une meilleure réputation. Qui ont une meilleure réputation que nous en matière de faune et qui attirent un public important qui chaque année va dépenser des fortunes pour aller voir les animaux, pour aller contempler les animaux dans ces différents parcs. Alors que nous avons un parc tout aussi riche, un parc synergétique, sinon deux, principalement le parc W, le parc Pédiari, qui sont au nord du pays, qui n'ont rien à envier à aucun autre. Le gouvernement a choisi d'investir, de faire connaître ce patrimoine naturel que nous avons. Et des investissements importants ont été faits dans le parc. N'eût été, je vais dire, les intrusions terroristes que nous avions connues, ce pan du tourisme aurait déjà connu un essor assez remarquable. Nous avons également la chance d'avoir le littoral, d'avoir des plages magnifiques. Il y a des gens qui payent des fortunes pour avoir accès à ces plages-là dans d'autres pays, juste pour aller se sécher au soleil et repartir bronzés. Ils sont prêts à payer des fortunes pour ça. Nous n'avons pas cherché à exploiter ce pan de notre patrimoine. Aujourd'hui, quand vous prenez toute la zone d'Avlekété, il y a des projets colossaux qui se mettent en place là pour en faire une station balnéaire, attirer ce type de public qui va trouver des solutions à ces problèmes en venant passer son séjour là-bas. Nous avons également la chance d'avoir une histoire riche. Notre pays a connu la traite négrière. Par la force des choses, on a été embarqué dans ça. Il y a beaucoup d'afro-descendants aujourd'hui qui veulent renouer avec leur histoire, comprendre comment les conditions dans lesquelles tout ça s'est passé. Ouidah était un carrefour important pour ça. Donc, des investissements ont été faits pour que quiconque souhaite s'immerger dans cette atmosphère-là puisse venir trouver solution sur place, venir à Ouidah et avoir des réponses à tous ces questionnements. Donc, ce tourisme mémoriel est un pan des produits qui sont proposés par le Bénin. Le Bénin a eu la chance d'avoir les Amazones. En Afrique, quels sont les autres peuples qui peuvent se targuer d'avoir eu cela dans leur histoire? Nous avons cela. On n'a pas attendu notre rencontre avec l'Occident pour connaître ce qu'on appelle le féminisme. La femme a toujours été au centre de nos sociétés. La femme a toujours été valorisée. Mieux, la femme avait un rôle central dans les anciens royaumes. Et ça, nous pouvons aujourd'hui le montrer au monde. Leur dire non, nous avons notre forme de féminisme qui ne date pas d'aujourd'hui. Et construire tout un narratif autour. Ça intéresse les gens. Le Bénin a eu la chance d'avoir de la résistance face à l'envahisseur pour montrer que nous n'avons pas été passifs face à ce fléau. Des valeurs se sont levées et le roi Béhanzin en est une des figures emblématiques en Afrique. Bien sûr. Donc, tout cela, des gens veulent comprendre quelle est cette histoire singulière qui est celle du Bénin. Donc, il faut construire tout ça. Mais si les gens viennent nous visiter, passer leur séjour chez nous, ils ne vont pas uniquement
se contenter des histoires que nous racontons. Il leur faut des équipements, il leur faut des établissements, il leur faut aller avoir les informations de manière authentique. Donc, il y a des musées que le gouvernement est en train de construire aujourd'hui pour valoriser tout ce patrimoine-là. Au niveau de Cotonou, nous avons le musée d'art contemporain de Cotonou. Au niveau de Porto Novo, nous avons le musée international vaudou. Au niveau d'Abomey, nous avons le musée des rois et des Amazones de Dahomey. Au niveau de Ouida, nous avons le musée international de la mémoire de l'esclavage. Malheureusement, on ne pourra pas tout citer. On n'a que 1h20 pour faire le tour de tout cela. Alors, l'économie culturelle dont vous parlez, alors, n'est pas pour le compte forcément du gouvernement, mais elle est plus ou moins redistribuée telle que vous l'expliquez en réalité, si je comprends bien. Absolument. L'économie culturelle a deux dimensions essentielles. Il y a la dimension directe, c'est-à-dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce que les professionnels, de manière complémentaire, créent comme valeur et ce que cela génère comme revenu. Des artistes créent, des producteurs investissent, les distributeurs distribuent et les diffuseurs diffusent pour que ça puisse générer des revenus pour tous. Mais en dehors de ça, en dehors de cette contribution directe à la production nationale, il y a une contribution indirecte. Et la contribution indirecte, c'est le fait que la culture et les arts amènent d'autres secteurs à être plus performants. C'est le cas, par exemple, du secteur du tourisme dont je parlais tout à l'heure. Le lien intrinsèque entre le tourisme et la culture n'est plus à démontrer. Grâce au patrimoine, des touristes peuvent venir visiter notre pays. Ça va générer des revenus qui vont permettre d'entretenir, de préserver et de conserver ce patrimoine-là. Grâce à la scène artistique foisonnante de notre pays, il y a des types de touristes qui sont attirés par cela et qui viendront justement profiter de ces différentes manifestations artistiques qui se mettent en place. Mais en dehors de ça, le domaine de la culture et des arts aide d'autres domaines classiques, d'autres pans de l'économie qui sont beaucoup plus traditionnels à performer. Vous savez que, par exemple, le secteur dans lequel vous travaillez, l'audiovisuel, est un secteur à part entière du domaine artistique. Donc, pour produire les publicités aujourd'hui, les spots publicitaires, c'est dans le domaine de l'audiovisuel qu'on crée les spots publicitaires. Et ces spots publicitaires sont utilisés par tous les pans de l'économie, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, tout le monde consomme ça. Donc c'est une contribution indirecte de l'art au développement économique, déjà par le truchement de la publicité. Quand on prend l'architecture, c'est de la créativité, ça relève également de l'art. C'est grâce à cela que tout le pan économique de l'immobilier se développe. Donc c'est toute une chaîne en fait. C'est transversal. C'est toute une chaîne. C'est transversal à toute l'économie, même si elle a la culture, son domaine d'intervention directe, qu'est l'économie créative. Abordons l'actualité si vous le voulez bien. On a parlé du festival des masques du 2 au 4 août, si j'ai bonne mémoire. Question basique, pourquoi avoir pris l'organisation à Porto Novo, puisque c'était pratiquement sa chasse gardée, si je peux poser la question comme ça. Pourquoi on avait pris l'organisation? C'est ce qu'on vous a dit? Bon, c'est l'impression qu'il donne, que ça donne, l'impression. On ne m'a rien dit, mais c'est l'impression que ça donne. C'est pour ça, pour mieux comprendre, je pose la question, Monsieur Kodjo. Très bien. Non, vous avez bien fait de poser la question, parce qu'on n'a pas du tout arraché l'organisation à Porto Novo. Nous avons travaillé en partenariat. Nous sommes venus en appui à Porto Novo dans l'organisation de ces festivals que nous avons jugé, que le gouvernement a trouvé important pour notre pays. Par le passé, c'était en janvier que la mairie de Porto Novo organisait le Festival international de Porto Novo. Et étant donné que nous voulons organiser la saison artistique et culturelle, un autre événement important est déjà retenu pour le mois de janvier. C'est les Vodou Days qui se tiennent à Ouida et qui
souhaite mettre en valeur la dimension spirituelle de ce culte ancestral, de cette religion ancestrale qu'est le vaudou. Donc, nous avons voulu cristalliser le mois de janvier pour cet événement-là. Donc, avoir un autre événement, concurrence. Même, ça ne peut pas être concurrent, mais de manière simultanée, avoir les mêmes événements identiques, ça pose problème. Donc, le gouvernement a proposé à la mairie de Porto-Novo de décaler son événement vers le mois d'août pour permettre à toute la nation de vivre la ferveur des Vodou Days. Donc, ça a été entendu et c'est de commun accord avec la mairie de Porto-Novo que ces dates-là ont été retenues. Donc, le mois de janvier a été consacré aux Vodou Days. Donc, le mois d'août est celui réservé au Festival de Porto-Novo. Donc, le Festival de Porto-Novo n'a pas été arraché à la mairie de Porto-Novo, mais c'est un travail collégial qui se fait entre la mairie et le gouvernement pour donner une nouvelle dimension à cet événement important. D'accord, mais le nom a été changé, je pense aussi, non? Oui, le nom a été changé. Ce n'est plus le Festival international de Porto-Novo, c'est devenu le Festival des masques. Pourquoi cette particularité? Pourquoi c'est particulier? Parce que le masque est une dimension essentielle de notre culture. Nous le retrouvons sous plusieurs formes. Et ça rythme même la vie sociale de plusieurs communautés. Et il y a des gens qui sont intéressés par cette dimension particulière de masque. Étant donné que déjà dans le Festival international de Porto-Novo, il y avait une bonne dose de programmation de masques dans ce festival-là, de commun accord avec la mairie de Porto-Novo, il a été décidé de consacrer ce festival-là aux masques. C'est ainsi que vous allez voir que nous avons mis ensemble le Nord, le Sud et la sous-région pour donner un éclat particulier à cet événement important. On parlait d'économie culturelle. Vous avez déjà évalué cela? C'est vrai que c'est court pour le faire. C'est tellement que vous êtes en train de le faire. Mais est-ce que vous avez déjà, approximativement, ce que ça... la plus-value? La plus-value est notoire. Nous avons mis en place un dispositif en partenariat avec l'INSTAD qui s'occupe de ce type d'activité qui quantifie la contribution des divers secteurs à l'économie nationale. Et le dispositif a été mis en place pour Porto-Novo. Nous sommes en train de traiter les chiffres en ce moment. Les tout prochains jours verront la publication de ces chiffres-là. Et vous allez voir que initier des événements de cette nature est vraiment bénéfique pour non seulement l'économie locale, celle de Porto-Novo, mais également pour l'économie nationale. Bon, on a pu apercevoir effectivement des touristes venus. Pourquoi avoir choisi de faire un colloque sur le vaudou au cours de cet événement? C'est toujours dans la démarche de valorisation de ce patrimoine-là? Oui, dans une démarche de valorisation, surtout de dédiabolisation. Le vaudou, souvent, on l'a présenté comme synonyme de diable, quoi, de Satan, tout ce qui est maléfique. Et quand on entend vaudou, les oreilles commencent à se dresser sur la tête. Non, il faut fuir cela. Donc, le colloque viendra justement montrer que c'est un champ de recherche à part entière, comme tout autre champ de recherche des sciences humaines, et des chercheurs de divers horizons s'intéressent au sujet. On a reçu des chercheurs venus des États-Unis, du Canada, du Brésil, des Antilles, de divers pays européens, de divers pays africains. Nous avions eu 70 communications. 70 communications. En si peu de temps? En 3 jours. Ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse et que des travaux se font dessus pour permettre non seulement aux Béninois de comprendre ce phénomène qu'on a du mal à décrypter, mais également montrer au monde entier qu'il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de maléfique, il n'y a rien de malfaisant dans ce phénomène qu'est la religion vaudou, et qu'on gagnerait plutôt à analyser cela de manière sereine, de manière rationnelle, et qu'on soit en mesure d'expliquer chaque pan de cette religion qui se trouve aujourd'hui présente
sur plusieurs continents. Vous parlez de dédiabolisation. Bon, ça fait déjà un moment qu'on dédiabolise, donc qu'on donne la bonne nouvelle. Est-ce que vous constatez déjà des impacts? Déjà même au niveau des locaux, puisque nous sommes béninois, l'impression n'est pas toujours la même. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on refait notre éducation en matière vaudou. Est-ce que vous constatez un changement appréciable? Absolument, surtout au niveau de la jeunesse. Les jeunes aujourd'hui sont complètement décomplexés par rapport à ce phénomène-là. En tout cas, une bonne partie de la jeunesse, quand je les vois à Porto Novo, participer à diverses activités, venir au colloque scientifique, poser des questions, chercher à comprendre, moi je trouve ça complètement intéressant de voir que c'est surtout la jeunesse qui s'intéresse à la chose. On ne peut pas lire également cela comme étant une simple curiosité. C'est de la curiosité que naît la science. Donc, chercher déjà à comprendre est la bonne démarche. Ensuite, on pourra se faire sa propre idée et on sera en mesure d'expliquer le phénomène soi-même et on pourra avoir une attitude complètement neutre, complètement responsable, complètement désintéressée face au phénomène. D'accord. Alors, les Vodou Days, on garde l'appellation là comme ça. Enfin, les députés ont revu un peu comment on va organiser. On parle de deuxième vendredi du mois de janvier. On l'a également noté. On garde l'appellation Vodou Days désormais. Oui, Vodou Days, parce que c'est un événement qu'on souhaiterait inscrire sur la carte internationale du tourisme pour que quiconque entend ce nom-là sache qu'il y a un événement consacré au vaudou qui se déroule à tel endroit de la planète, à tel moment. Et s'il a envie de venir par curiosité ou par intérêt, savoir ce que c'est, qu'il puisse venir. Donc c'est d'abord à des fins, je vais dire, de marquage international que cette appellation a été retenue, pour faciliter la compréhension aussi bien par les anglophones, les lusophones, les francophones, en tout cas tous les locuteurs du monde entier savent aujourd'hui que quand on dit Days, ça veut dire jour, et vaudou associé à ça, ça vous rappelle tout de suite qu'il y a un événement qui est consacré au vaudou à tel jour, à tel endroit. Et ce sera toujours à Ouida. Pour l'instant, c'est à Ouida. Okay. Il n'y a pas encore d'indices prouvant que ça va être déplacé. Parce que Ouida a été la porte de sortie de cette religion pour aller vers le monde. Donc, ce n'est que justice si aujourd'hui c'est cette ville qui est retenue pour pouvoir abriter ces événements-là. Alors, cette restructuration avec cette loi sur les religions traditionnelles suscite l'émotion chez nombre de Béninois. Est-ce qu'il y a concrètement matière à se réjouir de ces jours de plus, si je peux le dire comme ça? On a 2 jours consacrés au vaudou. 2 jours dans l'année. Prenez pour les autres religions combien de jours on consacre à chacune des 2 religions du livre, je vais dire le christianisme et l'islam. Vous allez voir que c'est sans commune mesure. Donc, consacrer 2 jours par an à cette religion qui a son origine, le Bénin, en tout cas reconnue comme telle, ne peut être que justice. Ça permet, tel que c'est agencé maintenant, vous allez voir que ça nous donne 4 jours de festivités et 2 jours fériés. Donc, le 2e vendredi de janvier est consacré à la fête. La veille, c'est-à-dire le jeudi, est férié, le vendredi est férié, et ça débouche sur samedi et dimanche. Donc, ça laisse libre cours à tout un chacun pour pouvoir profiter pleinement de cette fête qui nous est propre. Alors, la prochaine édition, c'est janvier prochain, de janvier 2025. Est-ce que des projections sont faites pour déjà voir un peu le champ de ce que nous aurons en janvier prochain? Qu'est-ce qui sera la particularité? C'est vrai que janvier, ça vous paraît long, mais c'est pas long. Hein? C'est d'ici 5 mois, on sera en janvier, si je compte bien. Tout à fait. Non, vous avez compris. Quand on organise ce genre d'événements, on n'attend pas la veille pour prendre les dispositions. Le gouvernement a déjà commencé à travailler sur le sujet depuis des mois. Et je puis vous garantir qu'il y a des améliorations profondes qui vont être apportées à l'édition prochaine.
Mais je vais garder un peu le suspense parce on va organiser, je vais dire, un événement spécifique pour pouvoir dévoiler la programmation qui est retenue pour janvier 2025. Mais une chose est certaine, il y aura des améliorations par rapport à l'année dernière. Bon, on verra plus les Brésiliens. Bon, je ne vais pas dire une bêtise, on est sur un plateau sérieux, on verra plus les Brésiliens. En quoi est-ce que les... Non, je posais la question parce que ça a suscité une petite polémique. C'est vous qui appréciez si celle est utile ou non. Ben, il y aura plus les Brésiliennes. Je ne suis pas en mesure de vous le dire en ce moment parce que toute la programmation n'est pas encore stabilisée. On l'a stabilisée, je vais dire, à peu près à 75%. Donc, il reste encore 25% de marge à combler. Par contre, il y a des gens qui sont demandeurs des Brésiliens. Bien sûr, et il y a d'autres qui ne sont pas pour. Donc, la vie est partagée. Oui. La vie est partagée. Et vous savez que nous avons un patrimoine en commun avec le Brésil, un riche passé en commun. Et ce passé également peut féconder, je vais dire, une collaboration, une coopération importante avec ce pays qui a le vaudou également sur son territoire et qui a en commun un certain nombre de rites, de pratiques culturelles et cultuelles avec nous. Et nous attendons justement de développer des projets en partenariat avec le Brésil. Ce n'est pas forcément au niveau de la déambulation, mais il y a plein de domaines dans lesquels nous pouvons collaborer. Donc, on ne voit pas les Brésiliennes de nouveau venir déambuler en janvier prochain ne nous empêche pas de faire d'autres choses avec les Brésiliens. Donc, dire qu'on ne verra plus les Brésiliens ou les Brésiliennes, je pense qu'il faut essayer d'atténuer cette affirmation. On peut ne plus avoir la déambulation, mais ça peut être remplacé par d'autres choses. Vous ne voulez rien lâcher sur la particularité. La particularité. Oui, vous organiserez un événement pour annoncer, certes c'est de votre droit, mais tout au moins un peu un aperçu de ce à quoi on aura. Oui, il y aura un élément particulier, c'est qu'il y aura plus de ferveur spirituelle. On va laisser l'occasion à ceux qui viennent de peu partout d'aller voir un peu comment se passe la vie dans les couvents vaudous. Ah. Donc, voilà. Donc, une incursion. Une immersion. Dans les permettre aux touristes d'aller visiter les couvents vaudous qui sont les réceptacles de cette religion-là. C'est un pan important de l'activité de 2025. Et les petits plats sont mis dans les grands pour que les visites des différents couvents vaudous se fassent dans de très bonnes conditions. Mais n'y a-t-il pas un risque? C'est vrai que nous sommes dans la dédiabolisation pour mieux expliquer notre identité, puisque le vaudou demeure une identité béninoise. N'y a-t-il pas de risque de désacralisation? Parce que c'est sur ça on va apprécier l'événement. Le couvent, il est dire que c'est réservé aux initiés. Quand moi je vais dans les pays européens, je vais visiter les cathédrales. Oui. Ça n'a jamais désacralisé le tabernacle ou l'autel, non. Je vais visiter, je cherche à comprendre un peu comment cette cathédrale a été construite, quelle est l'architecture, ça a été construit à quelle époque, quel style a été adopté. C'est la même chose. On s'imprègne de la culture locale. C'est la même chose que nous allons mettre à la disposition de ceux qui accepteront de venir visiter le Bénin. Et étant donné qu'ils viennent pour cette religion, il faut qu'ils comprennent quelle est la quintessence de cette religion-là, quelles sont les différentes facettes de cette religion. Ils pourront aller visiter des temples, mais ça ne veut pas dire qu'ils iront pratiquer ou qu'ils iront s'initier forcément. Non, on ne fait pas du prosélytisme, mais on laisse l'opportunité aux gens de découvrir cette religion-là, de venir voir de quoi ça retourne au lieu de rester sur des préjugés, sur des idées préconçues. Il faut qu'ils se fassent eux-mêmes leur propre opinion de cette religion et qu'ils soient en mesure d'expliquer les différents préceptes de cette religion-là. D'accord. Donc, tout est fait pour qu'on ait en fait de bons moments en 2025 simplement. De très bons moments.
Pas que de bons moments. De très bon. De très bons moments. Le superlatif n'a pas quelque chose. D'accord. Allez, on va continuer et apporter maintenant, ou apprécier maintenant ce qui est fait également à Ninki. On a vu en image circuler ce palais qui évolue et qui est pratiquement au terme des travaux, également l'arène de la Gagny. Un peu pour dire, Monsieur Kodjo, c'est une question qu'aucune région de la culture béninoise n'est occultée dans ce processus de valorisation. Absolument. Je vous l'ai dit à l'entame, nous sommes comme une mosaïque de peuples. Vous voyez, la Gagny apporte quelque chose de spécifique à la culture béninoise. Cette culture équestre que la Gagny met en valeur lui est propre. Et ça devient maintenant un patrimoine national. Et ça a besoin d'être célébré comme tel, conservé comme tel et valorisé comme tel. Donc la Gagny va être accompagnée. On va améliorer un peu comme on l'a fait pour d'autres événements, un peu comme on l'a fait pour le festival de Porto Novo, un peu comme on l'a fait pour le pèlerinage des christianistes célestes, un peu comme on propose de le faire pour le pèlerinage des catholiques. Tous ces événements importants de notre culture doivent être organisés de manière exemplaire. Et le gouvernement entend montrer l'exemple des standards que nous souhaiterions mettre en place pour ces événements-là qui intéressent des gens. Si on veut que les gens s'intéressent à notre culture, nous devons faire les choses comme il se doit, dans des conditions de sécurité, de qualité, de propreté et de manière artistique, que cela puisse également transparaître. Donc la Gagny prochaine, nous sommes en train de travailler pour que cela soit également le cas. D'accord. Alors, est-ce que ça ne nous coûte pas un peu trop tout cela? En d'autres termes, est-ce qu'on rentabilise concrètement la valeur de l'investissement? Parce que tout ce qu'on a cité depuis le début jusqu'à cet instant, c'est énorme, Monsieur Kodjo. Enfin, moi, je l'apprécie juste à vue d'œil. Je suis sûr que je serais peut-être scandalisé à la vue des chiffres, mais ça, c'est pas l'objectif. Est-ce que c'est rentable, concrètement? Je vais vous donner deux anecdotes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes allé bien loin. Ouais, les Anglais étaient en pleine guerre. C'était Churchill qui était aux affaires. On demandait à tout le peuple de faire des efforts de guerre. Donc, on est allé lui proposer de couper le budget de la culture pour renforcer l'effort de guerre. Il leur a demandé, mais pourquoi nous nous battons alors? Si nous devons couper le budget de la culture pour aller acheter des armes, alors que nous nous battons pour que notre culture puisse continuer d'exister, ça veut dire qu'il y a incohérence. Notre culture, personne ne peut investir dans notre culture à notre place. Il n'y a que nous pour le faire. Personne d'autre ne le fera. Et si nous ne le faisons pas, et ce qui fait que nous sommes un peuple, c'est justement, ce n'est pas juste un territoire. C'est ce territoire, avec cette population, et également ce qui distingue cette population-là. Et ce qui distingue cette population, c'est sa culture. Ce n'est pas ce qui nous singularise, mais ce qui nous distingue. Quand on veut parler du Béninois aujourd'hui, on va voir sa façon de s'habiller, sa façon de réfléchir, son rapport au monde, son rapport aux autres, sa façon de réfléchir, sa façon de créer. Et tout cela est imprégné, est conditionné par notre culture à nous. Et si nous ne le faisons pas, si nous n'investissons pas dans notre culture, qui viendra le faire? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que j'ai eu la chance par le passé de travailler aux côtés de plusieurs gouvernements. Et je me suis retrouvé au Vietnam pour aider le gouvernement vietnamien à mettre en place son document de politique culturelle. Et dedans, je prévoyais une table ronde des bailleurs pour lever des fonds, pour mettre en œuvre ce que j'ai proposé. Ils ont dit non. Notre culture, quelqu'un d'autre vient lever des fonds pour soutenir notre culture à nous. Tout ce que nous vous demandons, c'est de nous mettre en place la stratégie. Nous saurons trouver l'argent. On ne permet à personne de venir mettre un franc dans le développement de notre culture à nous. C'est un domaine régalien, c'est un domaine de souveraineté. J'ai trouvé ça fort. Alors que partout où je suis passé, c'était
à cœur joie que les gens acceptaient la formule. On mettait en place la table ronde des bailleurs, on mettait en place une forme de basket fund et chacun disait combien il pouvait mettre dans la cagnotte pour que ça fasse un tout qu'on va utiliser désormais pour financer la culture. Eux, ils ont dit non. Donc, quand les Béninois estiment que notre culture nous revient trop cher, d'abord, j'aimerais bien qu'ils me disent combien on met dedans. On n'a même pas encore commencé véritablement. Bon, en fait, Monsieur Kodjo, je vous comprends. Je comprends l'enthousiasme et tout, mais vous semblez botter en touche. La question, c'est de savoir si c'est rentable. Soit elle est, soit elle ne l'est pas. Elle est plus que rentable. Voilà, soit elle est, elle ne l'est pas. Donc, on se fera l'idée peut-être de savoir que, bon, la culture ne nous coûtera pas trop cher tant que c'est pour une certaine valorisation. Mais... Le gouvernement a dit, la culture pour la culture, c'est bien, mais ça ne m'intéresse pas. Mais la culture, tant qu'elle peut rapporter quelque chose, je suis preneur. C'est tout ce que le gouvernement m'a dit. Donc, il faut que je démontre que la culture est rentable. Et elle l'est. Elle l'est de manière intrinsèque, de manière directe. Elle l'est en synergie avec les autres pans de l'économie. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc, la culture tout seul génère des revenus. Il y a une manière de quantifier cela. Et la culture, de manière indirecte, amène les autres secteurs à générer plus de ressources. Et donc, la stratégie en cours, c'est de jouer sur les deux tableaux. Comment la culture et les arts, tout seuls, peuvent accroître leur contribution à la production nationale et comment la culture et les arts peuvent féconder d'autres pans de l'économie pour qu'ils génèrent plus de ressources pour le pays. C'est cela. Ce sont ces deux tableaux-là que nous devons avoir constamment à l'esprit. Et on a démontré tout à l'heure la façon dont le tourisme peut générer des revenus. Et le tourisme ne saurait le faire sans l'apport fécondant de la culture et des arts. D'accord. Mais est-ce que dans tout ce processus qu'on a rappelé de long à large, le citoyen lambda a un rôle à jouer? Absolument. Lequel? Celui déjà de participer à la vie culturelle de la nation. Participer, s'intéresser, chercher à créer aussi. Donc, la participation à la vie culturelle est extrêmement importante. C'est pourquoi vous avez parlé tout à l'heure de l'arène de Niki. Ces gens d'arène, on en a en chantier un certain nombre, sur toute l'étendue du territoire, pour que on puisse libérer le potentiel créatif qui se trouve disséminé un peu partout aujourd'hui sur le territoire. 4 agences ont été créées pour recenser notre patrimoine immatériel. Et également, une action est en cours pour que on puisse amener chacun, où qu'il se trouve, à participer, à créer. Le gouvernement a déjà mis en place le projet classe culturelle qui est en train d'être déployé depuis quelques années pour amener les arts et la culture dans les écoles. Au niveau secondaire, le projet pilote est en cours d'expérimentation en ce moment. Après, ça pourra être généralisé pour que les gens comprennent que dans le domaine des arts et de la culture également, on peut s'épanouir pleinement, réaliser un plan de vie dans ce domaine-là. C'est un domaine qu'on a tendance à minimiser, à sous-estimer, mais en réalité, quand les choses sont structurées, parce que ce sont des domaines qui sont très codifiés, très normés, des règles sont précises. Lorsqu'on arrive à établir l'écosystème et que les choses fonctionnent normalement, vous verrez que ça n'a rien à envier au niveau international, au niveau mondial. Le volume d'activités générées par le secteur de la culture, par l'économie créative au niveau international, c'est 2250 milliards de dollars. 2250 milliards de dollars. L'Afrique compte à peu près pour 3% dans ce volume-là, malgré tout le potentiel que l'Afrique a. Et c'est ce potentiel-là que nous voulons réveiller au niveau du Bénin pour que le Bénin prenne sa part du gâteau international. Et nous avons les moyens de le faire. Le gouvernement demande que cela se fasse et met
les moyens à disposition pour que cela se fasse. Et nous travaillons pour que cela se fasse. Et vous verrez d'ici quelques années si le gouvernement a fait un bon pari ou pas. Bon, pour le peu qu'on voit, on peut l'apprécier selon bien évidemment l'angle de vue choisi. Et avec tout ce qu'on a déjà, M. Kodjo, qu'on a rappelé sur ce plateau, quelles sont les projections, toujours dans cette même démarche, en matière de perspective évidemment? Oui, les projections, c'est que d'ici quelques années, qu'on puisse voir le Bénin comme une terre de splendeur, où on observe un foisonnement culturel et artistique permanent, avec des coups d'éclat périodiques. C'est-à-dire quand on pense au Bénin, quand on a envie de penser à l'art, qu'on passe systématiquement au Bénin. Quand au niveau international, on veut penser à la culture, le pays qui doit venir à l'esprit, un des pays qui doit venir à l'esprit tout de suite, le Bénin doit en faire partie. Il y a une place à prendre et le Bénin entend prendre cette place-là. Et vous êtes à quel pourcentage de réalisation de cette ambition, puisque ça reste une ambition? Est-ce que vous l'avez déjà chiffré ou bien bon, cela ne veut rien dire pour vous pour le moment? Pour le moment, nous allons rester modestes. Nous travaillons pour mettre en place la stratégie. Comme vous l'avez constaté, nous avons commencé à déployer la stratégie. Il y a eu un temps pour penser. Il y a un temps pour tester. Et il y a un temps pour dérouler. Donc là, maintenant, nous rentrons dans la phase de déroulement de la stratégie. Et ensemble, on en fera l'évaluation d'ici quelques mois, d'ici quelques années. On n'a pas eu le temps de parler de la mode, puisqu'elle est également partie prenante de tout ce processus. On a encore 10 minutes, on va en consacrer peut-être 5 là-dessus avant de finir. On vous fait le procès de faire un mois de la mode sans pour autant mettre un accent réellement sur... je vais dire, tout ce qui concerne la mode locale. Je ne sais pas si c'est une politique d'imposition de la mode locale. Le mois de la mode, oui, mais encore au-delà, qu'est-ce qui est fait, M. Kodjo? La mode est un autre pan de notre économie qui a un fort potentiel sous-exploité. Et le mois de la mode, justement, a pour objectif de faire la lumière sur ce pan de notre économie qui, pour l'instant, est à une phase artisanale. Aujourd'hui, dans le monde, la mode n'est plus à ce stade d'artisanat. Et ce que je disais dernièrement aux professionnels de ce secteur-là, lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, c'est que le fait d'avoir la GDIZ sur le territoire béninois constitue un défi pour chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que la GDIZ, c'est la dimension industrielle. Ce n'est pas la dimension artisanale, c'est la dimension industrielle. La GDIZ, les usines qui sont là-bas, visent une production de masse, une production à grande échelle. Pour pouvoir faire travailler les usines au niveau de la GDIZ, il faut être en mesure de commander au minimum 3500 pièces à la fois. Et la GDIZ va vous produire cela et mettre ça à votre disposition pour que vous puissiez commercialiser. Là également, la chaîne est structurée. Il y a des gens qui créent, ils sont inspirés, ils conçoivent, et il y a des gens qui exécutent. Et ces gens qui exécutent là, ce sont les usines. Eux, ils ne font que recevoir des commandes, ils exécutent les commandes et ils mettent à disposition. Donc aujourd'hui, quel styliste ou quelle maison, quelle marque béninoise est en mesure de passer une commande de 3500 pièces à la GDIZ? Pour pouvoir passer une commande de 3500 pièces, il faut que tu sois en mesure d'avoir un marché qui absorbe ça. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés à cette taille-là. Il leur faut travailler, investir dans leur marque, travailler, aller trouver des marchés, des débouchés, non seulement au Bénin, mais également à l'extérieur du Bénin, pour développer la taille du marché, pour être en mesure de commander un MOQ de 3500 et de pouvoir l'écouler. Pour l'instant, ils n'en sont pas capables. Donc, chacun a sa petite unité et travaille de manière à petite échelle pour satisfaire de petites demandes. Mais si on veut donner une dimension industrielle à la chose, il faut aller au-delà.
Et il y a des techniques, il y a de l'expertise, il y a du financement, des investissements à faire pour en arriver là. Il y a de l'organisation, il y a de la structuration à faire. Donc là également, le potentiel reste entier. Bien que nous ayons quelques acteurs qui s'essayent déjà à la chose. Je disais la dernière fois que j'ai croisé par exemple la marque Lolo Andoche il y a quelques années à Johannesburg. Il avait une boutique là-bas. Ça veut dire qu'il vise déjà un marché sud-africain. Il vise déjà un marché ivoirien. Il vise déjà un marché sénégalais. C'est la somme de ces petites niches trouvées dans plusieurs pays qui va donner une grande taille de son marché et il pourra en ce moment passer à la phase industrielle. Pour l'instant, je pense qu'il est soit entre la phase artisanale ou semi-industrielle, mais il n'est pas encore arrivé à la phase industrielle. Et le fait d'avoir la GDIZ, c'est un défi qu'il leur a lancé à tous pour que la GDIZ ne soit pas sur le territoire, mais travaille uniquement sur des commandes reçues de l'extérieur. Mais également que nous ayons des commandes reçues du Bénin, de marques typiquement béninoises, et on est prêt à travailler avec eux pour développer des champions nationaux capables de passer des commandes à la GDIZ et exporter les produits un peu partout dans le monde en tirant profit des différentes opportunités que nous offrent nos politiques de coopération avec divers pays. Donc, vous attendez la chaîne industrielle pour arborer tout le temps peut-être le canevas national ou je sais pas moi, d'autres formes de tissu national, Monsieur Kodian, parce que c'était un peu le volet de ma question. Elle est toujours en costume. Bon, on peut dire que c'est un vêtement de travail ou bien un code vestimentaire exigé à certains endroits, mais il y a des pays qui ont quand même réussi à imprimer leur marque culturelle et qui valorisent bien évidemment leurs tissus locaux. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, on en est loin, non? On n'en est pas loin. Je pense que sur ce plan-là, il faut laisser la liberté à chacun. Moi, je ne suis pas prêt pour qu'on m'impose. Mais on parle de valorisation. De valorisation. Donc, nous, professionnels, devons travailler pour attirer de la sympathie sur nos produits locaux, pour amener les nôtres de manière naturelle à préférer ces produits-là, plutôt qu'on le leur impose. Vous voyez un peu la nuance. Il faut que ce soit désiré par eux. Donc, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on améliore la qualité? Comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on travaille le produit fini pour que le consommateur ait du plaisir à le consommer, pour que le consommateur ne trouve pas à redire au produit qu'il achète, qu'il en ait pour son prix, qu'il soit fier. Et qu'il en ait également pour sa bourse. Pour sa bourse, voilà. La bourse, elle est importante. Bien Chacun sûr. doit pouvoir porter ce qu'il peut avec les moyens avec les moyens dont il dispose. Et les moyens, là, c'est justement en amenant l'industrie à une certaine taille. Vous savez très bien l'économie d'échelle. Plus on produit en grande quantité, plus le prix unitaire est faible. Donc, si on veut avoir des prix unitaires faibles, il faut que la taille du marché soit grande et qu'on puisse produire en masse et que chacun y trouve son compte. Donc, même le canevas pourra rentrer dans une démarche industrielle si on le souhaite. Et ça va devenir un produit raffiné qu'on aura du plaisir à porter pour défendre l'identité béninoise sans que personne n'ait à nous l'imposer. Mais quand on commence déjà à décréter et à imposer, ça c'est le début de la coercition et là, les libertés individuelles commencent déjà à prendre un coup. Voilà, Monsieur Kodjo, nous sommes au thème de nos échanges. Je vais vous laisser les quelques minutes restantes pour conclure. Le temps est vite passé. On le voit souvent pas passer. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Non, c'est pour dire que le gouvernement, dans sa volonté de valoriser notre patrimoine culturel, a mis en place des investissements importants pour améliorer l'attractivité de la destination Bénin. Et chacun a un rôle à jouer dans ça pour que déjà nous-mêmes, nous prenions du plaisir à aller visiter les différents sites qui sont mis à notre disposition, que nous puissions en parler et que lorsque nous allons recevoir des étrangers qui viennent visiter le Bénin, que cette démarche soit systématique, qui cherche systématiquement à aller visiter
et que dans dans nos rapports avec eux, dans nos comportements quotidiens, qu'on sente que nous sommes un pays hospitalier, un pays qui a des choses à partager avec les autres et qui prend du plaisir à le faire. Et ça, c'est du comportement individuel que cela pourra provenir. Si nous nous mettons à agresser, à nous montrer agressifs, même dans la circulation, vous voyez un peu comment ça se passe dans la circulation. Parfois, on a l'impression que nous sommes en guerre. Bon, chacun est pressé et puis... Donc, nous avons... C'est un autre monde. C'est un autre monde. Donc, nous avons à adoucir nos comportements, nous avons à travailler pour être plus accueillants, à être beaucoup plus réceptifs, à ne pas jeter les ordures par terre alors qu'il y a des poubelles un peu partout et que nous maintenions notre cadre de vie sain et que nous ayons une démarche systématique d'aller vers les lieux indiqués pour nos besoins quotidiens et qu'on sente quand même que nous sommes devenus un peuple mature, un peuple qui a des choses à révéler à lui-même et un peuple qui a des choses à révéler au reste du monde. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait dire sur cette valorisation de la culture béninoise et également cette exposition, je veux dire, de l'identité du Bénin dans le concert du monde. Nous recevons pour vous Monsieur William Kodjo, qui est le directeur de l'Agence de développement des arts et de la culture. Avec lui, nous avons fait le tour des projets existants, de ceux exécutés et ceux qui viendront, donc toujours dans cette démarche d'obtention plutôt, bien évidemment, d'identité, de politique culturelle. Merci beaucoup à vous, Monsieur William Kodjo, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin l'entretien du jour. Je vais retrouver l'équipe pour qu'on puisse débriefer tout ce qu'on a dit avec notre invité. Et après, suivra l'hebdo des éditorialistes présenté aujourd'hui par Ruth Loco. À tout de suite donc.